Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous rapprocher, ça fait plus sympa, plus chaleureux que d'éparpiller dans cette vaste salle. Donc c'est une première pour conférence. On a un super plateau, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Donc, je m'appelle Tariq Ghazali, je suis de Marseille Solutions. En un mot, Marseille Solutions, c'est quoi? C'est un accélérateur d'innovation sociale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait émerger, qu'on booste des projets innovants qui répondent à des enjeux, à des problèmes sociaux, donc les problèmes du chômage des jeunes, les problèmes d'enclavement des territoires, de déchets, etc. Et on se rend compte que pour régler les problèmes, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de beaucoup de choses, mais il y a besoin d'entrepreneurs, et on a la chance d'en avoir plusieurs là autour de la table, et puis il y a besoin de financeurs. Surtout pour travailler sur des problèmes sociaux, c'est des entrepreneurs et des financeurs un peu particuliers. Donc l'objectif de cette table ronde, ça va être d'essayer d'un peu... C'est bizarre d'avoir la tête comme ça. On peut enlever ça. C'est d'avoir un peu un regard croisé sur ces entrepreneurs et ces financeurs qui financent de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat durable, de l'économie collaborative. Quels que soient les concepts, on s'en fout un peu, l'important c'est ce qu'ils font et comment ils s'y prennent. Et c'est vrai que c'est déjà pas facile d'entreprendre et de lancer des projets d'entreprise. Si en plus ils ont une dimension sociale, solidaire, collaborative, c'est encore plus compliqué, mais voilà, on a des très bons exemples qui vont nous raconter ce qu'ils font. On va passer 40 minutes à échanger avec les quatre intervenants, et puis après on ouvrira la discussion avec vous. La première intervenante, c'est Marion Carrette, qui est fondatrice de Ziloc et Wicar. C'est quoi Ziloc et Wicar? Commençons par ça. Bonjour à tous. Ziloc, c'est un site de location d'objets entre particuliers qui a été lancé en 2007. Qui permet à un propriétaire de proposer globalement ce qu'il a chez lui, une tondeuse, une perceuse, un lit bébé, un peu tout ce qu'il a chez lui, à la location, et à un locataire de venir louer à deux pas de chez lui les choses dont il a besoin. L'intérêt, c'est que ça permet de gagner de l'argent du côté du propriétaire, et du côté du locataire, ça permet d'avoir une solution pratique à deux pas. Et donc Ziloc 2007, on a scindé finalement l'activité de Ziloc en deux en 2012 pour lancer un autre site qui s'appelle wicar.fr, qui est un site de location de voitures entre particuliers. Et en fait, la petite histoire, c'est que c'est né à Marseille, avec une histoire de mariage derrière. Exactement. Ziloc. En fait, l'idée de Ziloc est née à Marseille, c'est assez marrant. J'avais un mariage du côté de Marseille, je m'étais dit, bon, j'avais pris mon billet de train. Je m'étais dit, je trouverais forcément un copain pour m'amener au mariage, ou alors je louerais une voiture sur place. Puis je suis arrivée à Marseille, j'avais pas de copain. Et pas une seule voiture disponible dans les agences de location à Marseille-Saint-Charles. Et je me suis dit, c'est idiot, il y avait un parking avec plein de voitures. Je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas prendre une de ces voitures-là pour aller à mon mariage? Et finalement, je me suis galérée en bus. Et après, vous avez fondé Ziloc et Wicar. Quelques chiffres sur l'activité aujourd'hui des deux startups? Oui, alors Ziloc, c'est 300 000 membres sur la plateforme, c'est 300 000 objets à louer. Et Wicar, aujourd'hui, c'est pareil, 280 000 membres, pour être précis. 14 000 voitures à louer partout en France. Donc ce sont des voitures actives. Je donne toujours un petit comparatif, c'est qu'un loueur professionnel, il va avoir entre 300 et 500 agences de location en France. Nous, avec 14 000 points, certes, on n'a qu'une seule voiture à chaque point, mais vous avez déjà un maillage qui est nettement plus dense. Vous pouvez trouver une voiture à deux pas de chez vous. Quand chez un loueur, il faut aller à la gare, à l'aéroport, etc. Et 14 000 voitures, ça fait de nous le 4e parc loueur français, derrière Avis, Hertz, mais devant Ada. Donc on est déjà assez fiers de ça. Et en nombre d'employés? On est 20 personnes. 20 salariés. Sur les deux. Et alors, j'ai vu que vous aviez levé en tout, sur les deux projets, à peu près 400 millions d'euros. Donc c'est une somme, quand même. Si on parle, le titre donc, de la conférence, c'est le financement de cette innovation sociale. Qui sont ces investisseurs et pourquoi ils ont financé votre projet? Alors, moi j'ai commencé par lever auprès d'un business angel qui est un petit peu connu, qui s'appelle Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythic. Vous connaissez Mythic? Vous utilisez Mythic? Donc ça c'était sur Ziloc en 2008, et ensuite on a levé de l'argent sur Wicar, toujours avec Marc Simoncini, mais par l'intermédiaire de son fonds d'investissement qui entre-temps avait été créé, qui s'appelle Jaina Capital, et avec Ecomobilité Ventures, qui est le fonds dédié à l'écomobilité de Orange, Total et SNCF. Donc deux fonds un peu différents, Business Angel, plutôt un fonds corporate. Et c'était quoi leur motivation? Donc j'imagine qu'ils veulent faire de l'argent, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans votre projet en particulier?
Alors je pense que les motivations, on a deux fonds qui n'ont rien à voir. Hein. On a donc un fonds d'entrepreneurs, Business Angel, et puis un fonds corporate. Donc je pense que les motivations ne sont pas du tout les mêmes. C'est intéressant d'avoir les deux d'ailleurs au capital puisque c'est très complémentaire. La motivation de Marc Simoncini, je pense, c'était d'une part un modèle assez proche finalement de Mythic. Chez Mythic, on met en contact des femmes et des hommes. Chez Wicar, on met en contact des propriétaires et des locataires. La mécanique de place de marché, de plateforme est la même. Et donc c'est un modèle qu'il connaissait bien. Donc je pense ça lui a parlé. Marc Simoncini est aussi très actif dans tout ce qui est consommation collaborative, puisqu'il est investisseur de La Ruche qui dit oui, de Wicar et puis d'autres. Donc il est très attentif à qu'est-ce que sera finalement la consommation de demain. Et pour Ecomobilité Ventures, en fait, c'est vraiment un fonds qui est dédié à l'écomobilité, donc à toutes ces nouvelles formes de mobilité. Et on en fait partie, hein, quand on voit finalement que ces derniers temps, et notamment la France est spécialement dynamique sur tous ces sujets-là. On invente des nouvelles mobilités, on sait bien que demain, la propriété, ça sera plus la panacée. Et donc, que ce soit des fabricants de voitures, que ce soit des Orange, des Total, etc. Ils se posent tous la question de qu'est-ce que sera la mobilité demain. Et donc finalement c'est une sorte de laboratoire, mais de lanceur de projets qui pourrait demain révolutionner les choses. C'est vrai qu'il y a des beaux exemples sur l'économie collaborative. En France, on en parlait tout à l'heure, on peut citer un ou deux exemples, et puis leur levée de fonds spectaculaire. La France est à la fois très dynamique sur la consommation collaborative et sur la mobilité. Sur la consommation collaborative, alors si on remonte encore plus loin, on a Le Bon Coin qui est un fabuleux exemple. On a Blablacar qui cartonne et qui est né en France. Qui a levé 100 millions d'euros récemment, donc on voit qu'on est en train, et qui concurrence le TGV, avec le TGV qui lance des offres maintenant en illimité sur les TGV. Airbnb, la deuxième ville la plus dynamique au monde, c'est Paris. Donc on est un terreau pour la consommation collaborative qui est très fort. Je pense que ça vient du fait que les Français sont assez débrouillards, assez système D, et je pense que ça colle bien avec l'esprit qu'on a ici. Et donc si on revient aux financeurs, ils ont vu une opportunité de croissance, un projet qui peut être rentable. Et de votre côté, je peux comprendre que les financeurs avaient plus, notamment les business angels, s'investissaient davantage qu'un simple apport de financement, et qu'ils ont été utiles et décisifs même sur un point clé de votre projet, qui est l'assurance. Exactement, en fait, quand on a lancé Ziloc, on a cherché tout de suite un produit d'assurance qui permettait d'assurer les objets et d'être complètement tranquille sur le fait qu'il ne se passerait rien avec son objet, et au pire on serait remboursé. Et donc on l'a trouvé très vite, ce produit d'assurance pour les objets. Et par contre, le produit d'assurance auto, il nous a fallu 2 ans en fait, pour réussir à convaincre un assureur, parce que les assureurs ne sont pas toujours les plus téméraires, de convaincre un assureur de nous suivre. On n'avait pas d'historique, les propriétaires on ne les connaissait pas, les voitures ils ne les connaissaient pas, les locataires ils ne les connaissaient pas, donc c'était une catastrophe. Et en fait, à un moment, on s'est dit, on ne trouvera jamais. Et à ce moment-là, Marc Simoncini est intervenu, nous a fait rencontrer le patron d'AXA, et grâce à ça, on a réussi enfin à trouver un produit d'assurance en 2009. Donc on a vraiment été les premiers à inventer finalement un nouveau modèle d'assurance sur lequel ils n'étaient pas très pour au début. Et donc en tant qu'entrepreneur innovant, ça vous intéresse d'avoir des investisseurs qui ne soient pas juste là pour remettre de l'argent, mais qui puissent aussi contribuer au projet, ouvrir des réseaux et participer activement. Et après, est-ce que c'est pas trop présent parce qu'ils mettent pas trop leur nez dans le... Non, alors nous on a la chance d'avoir un Marc Simoncini qui fait totalement confiance et qui nous aide vraiment le jour où on est vraiment bloqué. La logique avec Ecomobilité Ventures, elle est aussi très forte puisque Total, à chaque fois qu'on loue une voiture, on doit remettre de l'essence dedans. La SNCF, avec une stratégie de porte-à-porte, on vient s'insérer en fait très logiquement dans cette stratégie du porte-à-porte. Donc on a des choses à faire finalement avec tous ces grands industriels. Parfois c'est un peu long, c'est pas parfois, c'est toujours. On n'a pas le même tempo en start-up et dans une grande entreprise. Donc il faut être patient, mais voilà, il y a des belles choses à mettre en place. Donc les financeurs, c'est pas juste de l'argent, voilà, ça peut être du réseau, de l'investissement. Merci beaucoup. On va revenir après sur votre parcours dans les questions. Pierre-Emmanuel Grange, donc fondateur de Microdon, générosité embarquée. On a dit que Wicar et Ziloc s'étaient nés à Marseille sur une histoire de mariage. Microdon, c'est le Mexique et le shopping, je crois. Voilà, donc bonjour à tous. C'est au Mexique en effet.
C'est un peu notre petit storytell, ça vient de mon background américain, on a notre petite histoire maintenant sur le sujet. À l'époque, je travaillais pour un gros groupe américain et en fait, j'avais fait allemand dans ma scolarité, donc ça aide pas trop au Mexique. Et à l'époque, je savais dire 3 mots d'espagnol. Je savais dire si, cerveza y beso. Donc pour ceux qui ont fait allemand comme moi, c'est utile, hein? Oui, une bière et un baiser. Et donc je me retrouve devant la première situation que j'ai à parler espagnol, qui est d'être à la caisse du supermarché. Je me retrouve devant l'agent de caisse. Elle me pose une question. Je me dis que la bière, c'est peut-être pas trop l'endroit, que le baiser, ça me paraît un peu Plus rapide. un peu rapide. Et j'opte pour le si, qui me paraît la réponse la plus conventionnelle. Je dis si et je passe. Donc grande fierté, j'ai dit mon premier mot d'espagnol, sauf que ça m'a coûté plus cher. Et en fait, j'ai dit si à El Redondeo, l'arrondi. Vous faites vos courses, 45 pesos 37, ça passe à 46, et la différence, les centimes vont à une œuvre de charité. Et je suis tombé amoureux de cette idée, j'ai vraiment trouvé ça génialissime. Et en rentrant en France, en fait, je me suis aperçu qu'on avait une sorte de toc collectif d'inconscients tous à vouloir des sommes rondes. Je suis prêt à parier que allez, on va dire 8 personnes sur 10 le font. Je suis sûr, et je vais vous inviter à lever la main, quand vous êtes à la pompe à essence, vous jouez avec le pistolet, quand vous arrivez aux 90 centimes, vous ralentissez 90, 91, clic, 92. Qu'est-ce qui fait ça à la pompe à essence? Voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Je suis allé voir le Pampi, c'est 8 personnes sur 10 qui fait ça. Donc on est vraiment prêt à accueillir cette idée d'arrondi. On s'est dit, bah voilà, et si on en faisait un réflexe solidaire, et si cet arrondi était un don d'appel pour voilà, que les petites rivières fassent, les petits ruisseaux fassent les grandes rivières. Et c'est de là qu'est partie cette envie, on aime bien dire, de devenir Madame Chirac 2.0. Les pièces jaunes 2.0. Voilà, la pièce jaune 2.0. Et Bernadette, elle est au capital ou pas? Non, Bernadette n'est pas au capital. Alors la nuance avec les pièces jaunes, c'est que nous, Microdon, c'est une entreprise sociale, une entreprise un peu différente. On est agréé entreprise solidaire. Notre activité, c'est de développer ce qu'on appelle la générosité embarquée. C'est cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien pour permettre aux citoyens de donner quelques centimes ou quelques euros à partir des actes de la vie courante. À partir d'un ticket de caisse, à partir d'une facture, à partir d'un bulletin de salaire, etc. Donc, voilà. Et justement, alors quelques chiffres sur l'activité de Microdon aujourd'hui et les différents segments, parce que du coup l'idée elle a plusieurs terrains d'application. Oui, alors on reste une petite structure. On en parlera tout à l'heure, mais on a fait notre deuxième levée de fonds en mai dernier auprès de financeurs solidaires. Donc on a un plan de financement d'1 million d'euros pour nous aider à développer nos outils sur la générosité embarquée en caisse. Donc cette idée d'arrondi en caisse, aujourd'hui on est principalement dans une enseigne qui s'appelle Franprix, qui est surtout en région Île-de-France. On est dans 400 magasins, mais on est en train de l'étendre ailleurs. Par exemple, on a lancé tout Casino Corse. On est en train de le mettre en place chez Nature et Découverte, de le déployer. On est en pilote dans une grande enseigne du nord de la France, dans 2 hypermarchés. On le développe aussi sur les bulletins de paye. Donc il y a une trentaine d'entreprises qui l'ont mis en place, comme Accenture, Française des Jeux, Raja. Donc il commence à y avoir des structures assez importantes qui mettent en place ce type de dispositif. Également sur les relevés bancaires mensuels et sur les paiements en ligne. Par exemple, vous allez sur un site comme Allo Resto, vous commandez votre dîner sur la page de paiement. Vous retrouverez notre petit logo l'arrondi et vous pourrez donner quelques centimes, quelques euros sur ce site pour Action contre la faim. Donc concrètement, sur l'arrondi salaire, j'ai une fiche de paie mensuelle, j'ai mes 100 000 $ mensuels, ,54, et je dis les 54, on les envoie sur une cause que on peut choisir ou pas, voilà. Alors ça c'est une question assez récurrente, en effet, c'est quelles sont les causes bénéficiaires. Donc le don sur salaire, c'est une pratique très ancrée dans les pays anglo-saxons, en particulier en Angleterre. Là-bas, ça fait 35 ans que ça existe. Chaque année, c'est 200 millions d'euros qui sont collectés. Et l'idée, en effet, sur le bulletin de salaire, c'est de faire de la co-solidarité employeur-employé. Vous, salariés, sur la base du volontariat, bien évidemment, choisissez une association parmi les 3-4 qui ont été présélectionnés à l'entreprise à laquelle vous souhaiteriez contribuer. Vous donnez quelques centimes à quelques euros. L'employeur abonde et double les dons. Donc il y a de la co-solidarité entre l'employeur et l'employé. On revient un petit peu à cette idée d'économie du partage, d'économie collaborative. On ne donne plus chacun dans son coin. C'est l'idée de donner ensemble, de co-donner, salariés, entreprises, clients. Et en volume aujourd'hui de microdons, grâce à Microdon, c'est combien par an à peu près? Alors à ce jour, on a collecté à peu près 1 600 000 euros, dont la moitié l'année dernière. Donc ça commence, les microdons commencent à faire des petites sommes.
enfin, des sommes qui commencent à être un peu coquettes, mais ça va vraiment notre impact social, et c'est ça qui est important. On le voit aussi au-delà du don. L'idée d'embarquer la générosité dans le quotidien, c'est aussi de donner une incroyable visibilité aux associations. Ça peut être un peu triste à dire, mais le supermarché, c'est entre guillemets un peu la nouvelle place publique. C'est l'endroit où il y a le plus de passages sur un territoire. Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde, va au moins une fois par semaine faire ses courses. Et Madame Chirac aussi. Madame Chirac, je sais pas, mais c'est pour l'association une belle opportunité pour se présenter, présenter ses activités, ses sujets, rencontrer des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres, des nouveaux donateurs. Et voilà, c'est ce qui importe beaucoup. Qui plus est, ça bénéficie beaucoup à des petites associations quand il y a des opérations avec Franprix ou autres qui ont du mal à se faire financer, aller chercher du privé toutes seules. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on cherche à développer. Donc sur les associations bénéficiaires, ça dépend un petit peu des dispositifs. Quand on met en place le don sur salaire, les entreprises ont déjà des stratégies sociétales un peu ancrées et ça, plus ou moins, enfin historiquement, travaillent avec telle ou telle association et donc elles savent quelles vont être les associations bénéficiaires. Quand on le met en place avec des grandes enseignes de distribution, on vise à développer la solidarité de proximité. Et donc, pour l'exemple qui a été donné tout à l'heure, l'arrondi chez Franprix, les associations bénéficiaires sont les antennes locales de la Croix-Rouge ou du Secours Populaire. Donc quand vous faites votre arrondi dans votre magasin, vous avez un impact de proximité. Donc c'est 1,6 million, et j'imagine que vous pensez que ça peut se développer plus. Il y a des objectifs, ou il y a une ambition à 5-10 ans, l'estimation du marché. Oui, alors nous on aimerait faire partie d'ici 5 ans des 4-5 grands programmes de générosité en France et collecter plus de 5 à 10 millions d'euros par an. Il y a le Téléthon qui est indétrônable, qui est à 90 millions. Ensuite, voilà, il y a le site d'action, etc. Mais on pense qu'on va arriver à lancer ce dispositif pour collecter quelques millions. On est en train d'y arriver. En fait, l'idée de... Vous ne voyez pas, mais on a un petit logo, l'arrondi. On a réussi à obtenir auprès du SNPTV, qui est le syndicat national de la publicité à la télévision, du gracieux publicitaire à la télé. Et sur cette petite blague, petite histoire qu'on vous disait tout à l'heure du pompiste, on a fait un spot TV et ils vont le passer en gracieux à partir d'octobre prochain pour faire connaître cette idée du réflexe solidaire et inciter les citoyens à demander l'arrondi dans leur quotidien. Et non seulement vous proposez un nouvel outil de financement solidaire, et vous-même vous êtes une entreprise sociale, solidaire, et vous avez choisi de vous structurer de cette manière-là. Concrètement, c'est quoi le statut par exemple de Microdon, la forme juridique? C'est une association? Non, c'est pas une association, c'est une entreprise au sens juridique du terme, c'est une SAS. Société? C'était pas action simplifiée, tu voulais me coller une colle. Ce matin, on en parlait avec Jean-Marc Borrello, on parlait du mouvement des entrepreneurs sociaux. On a cette petite phrase du mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est « statut ne fait pas vertu ». Et c'est vrai qu'avec la loi Hamon, qui est sortie maintenant, des structures au sens juridique du terme SAS font partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Microdon est une entreprise agréée entreprise sociale et solidaire. Il y a un agrément préfectoral qui nous a été donné. C'est lié à des valeurs sociales fortes qu'on a, comme la gouvernance participative. Les salariés vont élire les dirigeants de l'entreprise et en cas de la lucrativité, les salaires, il ne peut pas y avoir un différentiel de plus de 1 à 5 entre le petit salaire et le plus grand salaire. Combien c'est 1 à 5 dans les statuts. En fait, on est plus en dessous de 1 à 3 aujourd'hui, c'est amplement suffisant. Et on encadre le principe de lucrativité limitée, on encadre les dividendes et les plus-values. Ça c'est pour le futur, hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas. Voilà, c'est vraiment ce principe de lucrativité raisonnée. Et nos fonds sont des fonds un peu différents des fonds solidaires qui ont investi chez nous pour nous aider à maximiser notre impact social, qui est celui de collecter des dons, de donner de la visibilité aux associations. Et donc c'est un business, c'est une entreprise commerciale, et en même temps il s'applique des règles sociales et solidaires qui fait que c'est de l'entrepreneuriat social. Les investisseurs qui sont venus dans votre capital, du coup c'est un capital, donc ils se soucient de l'impact social, de l'utilité, de la durabilité. En même temps c'est des investisseurs, c'est pas des philanthropes, c'est des gens qui c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs attentes très concrètes par rapport à l'entrepreneur que vous êtes? Est-ce qu'ils vous demandent de 10% de rentabilité par an, 5%? Est-ce qu'ils vous disent dans 5 ans je veux sortir et revendre ma part? Comment ça marche? Alors oui, je pense que Jean-Michel pourra en parler mieux que moi, puisque d'ailleurs Jean-Michel faisait partie des fonds qui, au premier tour de table, ont investi chez Microdon.
La première chose qu'ils regardent quand même, c'est la réalité économique de notre activité. Est-ce qu'on a un business model qui vient au service de notre impact social? J'en ai pas parlé, mais on a un modèle économique qui ne repose pas aujourd'hui sur un prélèvement des sommes qu'on collecte. On ne vit pas sur un pourcentage des sommes collectées. En fait, on vend des prestations de services aux entreprises. On leur vend du service pour les accompagner sur les volets juridiques, fiscaux, techniques et comptables pour mettre en place des programmes solidaires avec leurs parties prenantes. On leur fait de la vente de services et c'est comme ça que Microdon... C'est pas la commission sur le fond. C'est pas une commission sur les montants qui sont élevés. Nos investisseurs ont constaté un premier succès naissant sur ce type de modèle économique et donc ont décidé d'investir avec nous. Aujourd'hui, ils regardent quand même principalement le modèle économique, même si ils n'auraient pas pu investir chez nous si on n'avait pas cet agrément solidaire. On ne les aurait pas eu si on n'avait pas cet agrément solidaire. Donc c'est des valeurs qui sont fortes et qui sont importantes pour eux, et ils nous invitent à mesurer notre impact social. Et les investisseurs, c'est qui? Les noms Alors, le dernier tour de table qu'on a fait en mai dernier sont entrés dans le capital, tous nos fonds ont remis. Donc c'est France Active, un gros financeur de l'économie sociale et solidaire à travers CIFA. Bon, un de leurs fonds, c'est CIFA. Jean-Michel en parlera encore mieux que moi. Equisol, qui est le fonds de capital risque de la région Île-de-France. Solid, qui est un fonds lyonnais, c'est Ciparex. Mandarine Gestion, et il y a le Crédit Municipal de Paris qui est également rentré, et la Caisse des dépôts et consignations à travers le programme Investissement d'avenir a abondé sur nos fonds. Donc à part la Caisse des dépôts, c'est pas forcément des fonds super connus, donc ce sera je pense un sujet de dire comment on approche ces fonds, comment on sait qu'ils existent, que ce soit Mandarine ou un autre, mais on y reviendra dans la discussion, merci. Merci Pierre. Charles Babinet, vous êtes Project Manager chez KissKissBankBank, qui est une plateforme, l'une des premières plateformes de crowdfunding, donc ça fait beaucoup de mots en anglais. C'est quoi KissKissBankBank et c'est quoi le crowdfunding, même si c'est connu, comment ça marche? Alors bonjour à tous. Donc le crowdfunding, c'est du financement participatif en français, ce sera peut-être plus simple à comprendre comme ça. Et donc KissKissBankBank, c'est une plateforme de crowdfunding qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est une plateforme qui permet aux gens qui ont des projets créatifs, innovants ou solidaires, de les exposer sur la plateforme et de collecter des fonds en direct, via Internet, auprès de leur communauté et du grand public. Donc ça, c'est le principe de base, on va dire, du crowdfunding en général. Et depuis 5 ans, KissKissBankBank a vu donc, plus de 12 000 projets qui sont passés sur la plateforme pour collecter des fonds. Et ces projets-là, donc ces porteurs de projets, ont collecté au total plus de 26 millions d'euros via cette logique de finance participative qui consiste tout simplement à dire aux gens, voilà, j'ai besoin de 5 000 euros pour développer mon projet, en expliquant évidemment quel est le projet, grâce à tous les outils dont on peut disposer sur le web, notamment la vidéo par exemple. Et ce qui est intéressant et qui faisait peur à beaucoup de gens au début, c'est que la promesse qui est faite aux gens qui vont donner de l'argent, c'est non pas un intérêt financier ou finalement des royalties sur ce qui va pouvoir se passer ensuite, mais une contrepartie, donc quelque chose qui est de l'ordre matériel ou symbolique, qui a un lien avec le projet, mais qui n'est pas ni un remboursement, ni un intérêt. Donc, un ou deux exemples, pardon. Alors un ou deux exemples, on va parler du plus gros, puisque je pense que ça peut être intéressant de voir jusqu'à où ça peut aller. Il y a 1 an et demi, il y a donc une des personnes qui a fondé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, donc qui est un mouvement, on va dire, lié à toutes les causes environnementales, on va dire au sens large, qui voulait absolument faire un film documentaire d'1 heure et demie qui voulait le diffuser au cinéma pour montrer aux gens des solutions qui existent aujourd'hui aux problèmes qu'on va affronter demain. Et pour diverses raisons, ils n'avaient pas envie de passer par des financements classiques et ils voulaient s'astreindre, ne pas être dépendants de grosses entreprises ou de gens qui finalement pourraient avoir une vue sur le résultat final de ce film, et ont donc proposé aux gens de financer directement ce film, moyennant évidemment des contreparties qui allaient de la place de cinéma à une journée de tournage à laquelle les gens pouvaient se rendre, ou même à une diffusion du film avec les réalisateurs dans une entreprise, dans une école, en fonction. Et ils ont levé donc, au total
440 000 euros, sachant qu'ils visaient 200 000. Et ils ont fait en fait les 200 000 euros en l'espace de 2 jours, parce que finalement il y a eu une cause. Ça fait cher la minute. Comment? Ça fait cher la minute. Ça fait cher la minute, ça dépend de quel côté on se place, on va dire. Non, mais ils ont su créer justement un engouement, et en fait le crowdfunding de manière générale, je veux dire, ça s'est créé en France et partout dans le monde sur cette logique-là, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y a des choses, on va dire des idées ou des artistes qui gagnaient en notoriété de manière incroyable via les réseaux sociaux, et l'idée en fait était de dire, ben voilà, est-ce qu'on peut réussir à monétiser, ou du moins à faire que quelqu'un qui est extrêmement suivi sur Internet parce qu'il a un projet créatif, innovant ou solidaire, puisse trouver des fonds qui correspondent finalement à l'engouement qu'ils arrivent à créer sur le net. Et ce film-là est un très bon exemple. Après, il est très important de se rendre compte que la moyenne de collecte est plutôt de 4 500 euros, et que c'est avant tout des projets, on va dire, à taille humaine qui se financent sur KissKissBankBank. Je dis ça parce que voilà, il n'est pas forcément facile d'arriver à une collecte de 400 000 euros. Justement, les conseils que vous pourriez donner à un porteur de projet, un entrepreneur qui a envie de mettre son projet sur la plateforme, sur une plateforme de crowdfunding, sur KissKissBankBank, à quoi il faut penser, à quoi il faut faire gaffe? La première chose, c'est vraiment de prendre un peu de recul en amont pour essayer de voir dans quelle mesure son projet peut permettre de fédérer les gens justement autour de ce projet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'une communauté précise va s'y intéresser parce qu'il y a une réponse à une solution, parce qu'il y a, je sais pas moi, la défense d'une cause, enfin finalement des choses qui légitiment le fait de rassembler les gens autour du projet. Ça, c'est une vraie première question, parce que c'est pas le cas de tous les projets, même si c'est des projets pertinents, c'est pas forcément le cas. Et ensuite, il faut surtout bien comprendre qu'il s'agit avant tout d'un outil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie derrière tout ça. On n'a pas trouvé une espèce de grand sac de donateurs qui se lèvent tous les matins en se disant à qui je vais aller donner de l'argent. Ce qui se passe, c'est que les gens en fait s'accaparent en fait de la plateforme et de l'outil, communiquent sur leur projet via d'abord des réseaux personnels, mais ensuite en essayant de faire diffuser un maximum par capillarité, on va dire. Et c'est quand les gens, on va dire, se saisissent bien de l'outil et comprennent qu'il faut qu'il y ait une action, voilà, que eux soient proactifs vis-à-vis de la communication sur le projet, que ça fonctionne. Donc finalement, la grande chose à comprendre, c'est que voilà, on est avant tout un outil, et ce sont les porteurs de projets qui collectent les fonds, et pas la plateforme en elle-même. Et parfois, quand on arrive sur la plateforme et qu'on voit comme ça, un tel qui a collecté 10 000 euros, un autre qui a collecté 2 000, voilà, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de magique et qu'il y a une audience qui vient financer. Non, c'est les projets qui viennent, entre guillemets, chercher leur audience via la plateforme. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une espèce de best-of des projets qui ont le moins levé sur les plateformes de crowdfunding, qui affichaient des objectifs de 20-30 000 euros, qui avaient levé 1 euro ou 2, et un classement de... Alors, je me souviens, mais les classements sur Internet, ça marche bien en général. Mais alors, ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on remarque que les projets qui ne fonctionnent pas du tout en général. Et c'est pour ça que je parlais... Non mais... La palissade. Mais... Oui et non, Je dirais que les projets qui fonctionnent bien en général. Non, parce que... Alors attendez, je vais m'expliquer, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que l'objectif qui est fixé, s'il n'est pas atteint, les gens qui ont donné sont remboursés. Donc c'est une vraie campagne. C'est-à-dire que au bout du compte, il y a une réussite ou un échec. Et en l'occurrence, parmi les échecs, une grande majorité sont des échecs qui s'arrêtent avant 20% en fait. Et à l'inverse, 96% des projets qui ont passé 41% de l'objectif réussissent. Donc voilà, il y a un effet d'entraînement en fait qu'il faut savoir créer. Et c'est surtout qu'il y a encore des projets finalement qui ne sont pas forcément calibrés pour ce type de financement, qui tentent le coup, et du coup ça ne marche pas du tout parce que finalement même le cercle proche ne va pas rentrer dedans parce que la dimension on va dire fédératrice du projet n'est pas assez grande. Donc la cause, c'est important, la cause, que ce soit partagé. Voilà. Ça peut être une cause, ça peut être la réponse à un besoin très précis dans une communauté de niche, ça peut être beaucoup de choses qui expliquent que les gens vont on va dire, non seulement participer à un projet, mais participer à la promotion de ce projet eux-mêmes. C'est la grande force de la finance participative, c'est que le donateur, s'il se rend compte qu'à 10 jours de l'échéance, le projet n'a pas atteint son objectif, lui, il va, entre guillemets, faire partie de ce projet, et donc communiquer pour essayer de faire en sorte que, tous ensemble, ils puissent arriver à l'objectif qu'il a donné. Et il y a une question qui se pose sur le crowdfunding, c'est est-ce qu'on donne à des projets qui sont à côté, dans la proximité d'un territoire, ou bien on a envie de donner à l'autre bout du monde? C'est quoi les tendances aujourd'hui dans le crowdfunding? Est-ce qu'il y a de tout? Justement, je parlais de plusieurs explications au fait que les gens peuvent se fédérer et financer un projet ensemble. L'aspect local est clairement fait partie de ça, et on remarque que
Il y a évidemment, la localité implique évidemment une proximité, et cette proximité fait que on peut plus facilement, à mon avis, collecter des fonds, oui, en ayant une empreinte locale en fait. Mais il faut que le projet en amont ait cette empreinte locale. Et en l'occurrence, alors là, j'ai parlé de KissKissBankBank, mais il se trouve qu'on a développé 2 plateformes dans la dernière année qui sont sur cette même logique de finance participative, qui s'appelle Hello Merci et Lendo Police. Sauf que là, il s'agit de prêts, sans intérêt pour Hello Merci et avec intérêt pour Lendo Police. Et dans le cadre de Hello Merci, donc, qui est une plateforme de prêt participatif solidaire, on a un partenariat donc, avec la Picardie en l'occurrence, qui en fait, sous un autre nom, donc une plateforme qui s'appelle Tellement Prêt, ne réunit que des projets qui en l'occurrence, ont un porteur de projet en Picardie. Et on se rend compte que ça a une influence en fait sur les donateurs, qui du coup vont plus aller chercher des projets sur cette plateforme-là, sachant que ça va être des projets locaux. Et comme il y en a évidemment moins que sur KissKissBankBank par exemple, il est plus facile pour eux de trouver ce projet-là. Et donc le volume, vous avez dit depuis la naissance, c'est combien? C'est 26 millions d'euros qui ont été collectés. Et ça se développe, c'est quoi les perspectives? Est-ce qu'on va se dire ça arrive à un palier et puis on a fait le tour, ou bien ça... Il n'y a pas de limite? Du côté de KissKissBankBank, on va dire que la croissance est toujours là, même si elle est évidemment moins forte qu'il y a 2 ou 3 ans. Après, ce qui risque de se développer encore beaucoup plus dans les années à venir, c'est justement toutes les sphères de ce qu'on appelle donc le crowdlending, donc le prêt participatif. En France, c'est permis, en tout cas avec intérêt depuis quelques mois à peine, depuis le mois d'octobre. Mais aux États-Unis, il y a un site qui s'appelle Lending Club, qui a été monté par un Français qui s'appelle Renaud Laplanche, qui fait exploser tous les scores et qui a dépassé les milliards de volumes de prêts. Et pour la petite info, personne ne sait si c'est vrai ce sur quoi ils sont basés, mais le magazine Forbes parle de 1000 milliards de volumes de prêts participatifs dans le monde d'ici à 2020. C'est des prêts en particulier ou en particulier entreprises, ou il y a des choses? Alors en France, il se trouve que ce sont aujourd'hui, les particuliers peuvent prêter aux entreprises, moyennant un intérêt, mais en l'occurrence, le prêt de particulier à particulier sans passer par une banque, pour l'instant, n'est pas vraiment possible, et les institutions ne peuvent pas prêter non plus. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus divers. Okay. Merci beaucoup, on reviendra sur le crowdfunding. Jean-Michel Lécuyer, directeur général du comptoir de l'innovation. C'est quoi le comptoir de l'innovation? Le comptoir d'innovation, c'est une entreprise à but social, et notre objectif, c'est d'appuyer le développement, enfin l'émergence et le développement d'entreprises à fort impact social. Et donc les appuyer, ça veut dire les accompagner en phase d'émergence, les aider à accélérer leur développement d'une part, avec des dispositifs d'incubation, et puis d'autre part, investir dans ces entreprises, leur apporter des fonds propres pour qu'elles aient les moyens financiers de leur développement. Sur une échelle territoriale qui est pour l'incubation le monde. On a aujourd'hui en France, mais aussi au Maghreb, en Tunisie et au Maroc, et avec des projets, avec des partenaires locaux à Hong Kong et aux États-Unis notamment, sur des thématiques qui intéressent beaucoup ces partenaires, qui sont l'incubation de projets technologiques à fort impact social. Souvent, les thématiques d'incubation de projets technologiques se sont développées un peu partout dans le monde. Ça bouillonne, y compris en France, sur le sujet. Mais cette préoccupation d'accompagner de façon spécifique des projets qui ont cette dimension, mais qui cherchent aussi à maximiser leur impact social, c'est pour l'instant plus neuf. Et parmi les activités donc, du comptoir, et notamment l'activité financement, c'est combien le volume de financement ou les fonds que vous gérez d'investissement social? C'est 30 millions aujourd'hui. Pour le coup, ça croît assez vite, puisqu'il y a 3 ans, c'était 0. Donc, on espère poursuivre cette croissance, avec des tickets d'investissement dans les entreprises sociales ou à impact social qui vont de 300 000 euros à 1,5 million à peu près, avec pour objectif d'en financer actuellement, on va dire, entre 20 et 30 par an. Un exemple d'entreprise financée? Alors je vais en donner deux peut-être, parce qu'on a à la fois des entreprises qui ont déjà une certaine histoire et qui ont des projets de développement très intéressants. Je peux en citer une de PACA qu'on est en train de financer, qui s'appelle Optimal à l'Arabe, qui est une entreprise qui emploie à peu près 350 salariés, qui
fait de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire son objectif c'est d'embaucher des personnes qui sont au chômage depuis 2-3 ans, de les remettre dans le circuit et puis qu'elles rejoignent une entreprise classique à l'issue. Donc la VARAP a un projet très intéressant qui est de développer une activité de production de logements en partant de conteneurs, mais avec un coût de production relativement faible, mais c'est des très beaux logements. Pour le coup, ils ont une maison témoin au bagne qui est super. Et ce qui nécessite un besoin de financement assez important, donc on est en train d'investir 600 000 euros, je crois. 600 000 euros. Donc ça, c'est type entreprise qui est déjà une certaine assise, mais en développement. Et à côté de ça, on finance des entreprises beaucoup plus jeunes, des entreprises en phase de décollage, qui ont créé un nouveau produit, un nouveau service, qui ont commencé à le tester sur le marché, mais qui ont vraiment besoin d'un booster financier pour pouvoir changer d'échelle. Donc là, je peux donner l'exemple de Sentimeo, qui est une entreprise qui produit, installe des distributeurs de diverses choses, des choses à manger, mais aussi des dosettes de produits pour se désinfecter les mains, par exemple, à l'unité. Et qui coûte donc ces produits entre 5 et 10 centimes. Et donc le sujet de Sentimeo, c'est de vous faire utiliser aux pièces rouges, ces gens, vous savez quoi pour faire, qui vous remplissent les poches ou qui remplissent un pot de confiture chez vous. Et ça marche très bien dans les universités, dans les gares, dans le métro parisien. Et tout ça a un objectif social, notamment parce que, comme la VARAP, le but c'est de permettre à les personnes éloignées de l'emploi de revenir dans le circuit en produisant des machines, en les manageant, etc. Donc là c'est une start-up en fait, qui n'est pas à base de numérique, mais qui a un fort potentiel de développement, parce qu'ils en sont à 200 distributeurs installés, et l'objectif c'est 2000 à la fin de l'année en gros, ce qui nécessite d'injecter du financement. Et du coup, vous cherchez quoi dans les projets, dans les entreprises que vous soutenez? C'est quoi les 3-4 critères clés que vous regardez? Donc j'imagine il y a le modèle économique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères clés en tant qu'investisseur solidaire? On va essayer de comprendre quels sont les motivations des porteurs de projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas des entreprises classiques entre guillemets qui font preuve de responsabilité sociale. C'est vraiment des entreprises qui ont un projet qui est autant social ou d'impact social qu'économique. Donc on va avoir un dialogue assez approfondi avec les dirigeants sur ce sujet. À côté évidemment du dialogue qu'on va avoir avec eux sur leur modèle économique, et ça va se traduire lors de notre investissement par la fixation conjointe avec eux d'objectifs d'impact social, le suivi dans le temps de la réalisation de ces objectifs et une modulation d'ailleurs souvent maintenant de notre rémunération en fonction de l'impact social. C'est-à-dire s'ils atteignent nos objectifs d'impact social, on est nous un peu moins rémunérés. Autre critère, ou c'est surtout ça, c'est la motivation sociale, le modèle économique? L'ambition aussi, visiblement. Bien sûr, enfin, les questions d'entreprise, notamment de jeunes entreprises, c'est le porteur de projet, le porteur de projet, le porteur de projet. Donc il faut qu'on perçoive chez lui les capacités entrepreneuriales, à la fois de ténacité, de développeur, de réalisme, de vision stratégique claire, tout en ayant cette capacité à s'adapter tactiquement à la réalité du terrain pour développer son entreprise. Et est-ce qu'il y a des filières ou des opportunités sur lesquelles vous dites là, il y a vraiment du business social ou autre à faire, à développer, enfin, des filières porteuses aujourd'hui, ou qui avaient un peu une vision à la fois internationale et puis aussi transversale sur ce qui se passe en France? On est évidemment très intéressé par le développement des entreprises qui se basent sur les plateformes numériques, parce que ces entreprises-là, elles ont cette capacité particulière, si l'idée est bonne, à être scalable, c'est-à-dire à se développer très rapidement en se basant sur une plateforme numérique qui est immatérielle quelque part. Donc, on a un très bon exemple avec Vicard, même si le produit finalement de tout ça est très concret. Donc les questions d'économie collaborative, d'économie circulaire, et avec une recherche d'impact social, on a très beau... En français, économie circulaire avec une recherche d'impact social. On a un très beau sujet là-dessus, une très belle entreprise qui s'appelle La Ruche Kijiji, qui est en très fort développement. Là, le sujet, c'est de faire en sorte qu'à travers une plateforme internet assez élaborée, on ait la mise en relation de producteurs locaux
on va dire dans un rayon de 30 à 40 km, et de consommateurs qui sont intéressés à consommer de façon responsable, de façon bio, la plupart du temps, des produits qui viennent de leur région. Donc il y a une plateforme, mais qui génère la création de tout un tas de ruches, qui sont des lieux physiques lesquels les producteurs vont livrer, les consommateurs vont venir prendre leurs produits. Ça crée de l'emploi, parce qu'une ruche, il y a plus ou moins un emploi. Et c'est un système qui est très scalable, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui on en a 400 en France et ça se développe à toute vitesse. Ça veut dire que si on n'est pas dans un projet d'entrepreneuriat social qui a du numérique, on n'a aucune chance en fait. Pas du tout, je vous citais Sentineo tout à l'heure ou la Varap, c'est pas du tout du numérique, c'est du bâtiment ou des distributeurs. Donc franchement, il faut trouver la bonne idée, il faut avoir l'énergie de la pousser. Pour ce qui nous concerne, nous, avoir ce souci aussi de développer son impact social en même temps qu'on développe son activité économique, Et on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'argent aujourd'hui pour financer l'entrepreneuriat social, entre la BPI qui annonce 3 nouveaux fonds, l'épargne solidaire, etc. Et puis en même temps, on voit des porteurs de projets qui disent on ne trouve pas de sous, on ne trouve pas de financement. Comment vous expliquez ça? Alors je confirme qu'il n'y a jamais eu autant d'argent. Moi je fais ce métier-là depuis un certain temps et donc j'ai vu se construire les systèmes de financement de ces entreprises. Quand le projet est très intéressant et économiquement viable comme Microdo, on voit que les tours de table sont possibles avec des investisseurs assez diversifiés. Bon, il est vrai que quand une entreprise n'a pas fait la preuve de son concept, c'est-à-dire dont elle est très jeune et le produit est en construction, il y a encore une phase de recherche et développement, c'est pas super facile à financer, il y a quand même un gros risque. Et donc c'est peut-être à ce niveau-là aujourd'hui que sur les entreprises à impact social, qui ne sont pas des entreprises en général à très très fort contenu technologique. En France, il y a des outils, notamment des fonds d'amorçage pour les entreprises technologiques. Pour les entreprises innovantes qui ne sont pas à base de technologie, ça reste aujourd'hui compliqué. Donc il y a des fonds pour financer la croissance de boîtes qui ont fait leurs preuves, d'entreprises sociales qui ont fait leurs preuves. Par contre, au début, c'est plus difficile. Aujourd'hui, il manque un peu des financements d'amorçage. C'est un constat que vous partagez. Si quelqu'un veut réagir dans les... Pierre-Manu ? Oui, nous c'est un constat qu'on partage. Les débuts ont été un peu compliqués, mais je pense que comme toute entreprise, c'est pas l'apanage des entreprises solidaires et les entreprises classiques aussi. Le démarrage c'est un petit peu complexe. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont financés par le plus grand business angel de France, qui est un monsieur qu'on appelle Monsieur Pôle Emploi. On salue. Qu'on salue et qu'on remercie. Il y a des dispositifs de type ACRE qui permettent de conserver une partie de ces allocations chômage et donc de facto de financer un peu ces structures parce que on n'a pas besoin de se payer. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi à créer leur entreprise et à créer de l'emploi grâce à ça. Nous, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas de 9 salariés aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier type de financement. Après, il y a ce qu'on appelle un peu le love money. C'est l'argent un peu de son entourage. Nous, la première petite levée de fonds qu'on avait faite, c'est les cousins, anciens collègues, oncles et tantes qui... et Bernadette non, pas Bernadette toujours, qui ont mis quelques milliers d'euros pour nous aider à vivre les 2 premières années. Mais je pense que les premières années, elles sont pas simples. Et je pense qu'il manque peut-être en France, je crois que c'est en train de un peu se développer dans le développement durable, mais il manque peut-être un réseau de business angel solidaire qui pourrait faire un peu de défis ISF pour investir dans des typologies de projets comme les nôtres. Aujourd'hui, ça n'existe pas, je ne sais pas si ça fait partie des projets des fonds, mais voilà. Alors, nous, on essaie de pallier à cette difficulté à financer les projets en les aidant à mûrir rapidement. Donc c'est la deuxième activité du comptoir d'innovation dont je parlais tout à l'heure. On incube les projets, ça veut dire qu'on va les accompagner de façon assez intensive en leur offrant en plus le gîte pendant 6 mois à 1 an. L'objectif étant très concrètement qu'à l'issue de cet accompagnement, ils soient en situation d'être financés, de lever des fonds. Voilà. Et ça, c'est quand même, je pense, assez intéressant, d'autant que ce qu'on cherche à faire, c'est à
entourer ces porteurs de projet le mieux possible, en les mettant notamment en relation avec des grands comptes. Ces grandes entreprises, donc chez nous c'est SNCF, SFR, Veolia, Crédit Coopératif, sont maintenant, aujourd'hui, assez attentifs à ce qui peut se passer en termes d'innovation dans le milieu start-up, parce que ça peut nourrir leur business ou bien produire des business qui sont assez complémentaires des leurs finalement. Donc il y a une activité, une veille assez importante là-dessus, mais aussi une capacité finalement à offrir à ces startups leur premier marché, celui qui va crédibiliser leurs produits ou leurs services, qui va leur apporter cette preuve de concept qui leur permettra de lever des fonds. Et là, on rejoint ce que vous disiez au début sur le rôle actif du financeur, qui n'est pas juste de mettre de l'argent, mais qui peut aussi ouvrir des portes. Les premiers marchés, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je ferai voir ça, il y a beaucoup de, quand on parle des créateurs d'entreprises en général, d'outils de financement, des prêts, des bourses, etc. Mais il n'y a pas grand-chose sur les marchés, alors que l'entrepreneur, il a besoin de marchés pour commencer à se développer. Si je prends le cas de Centiméo, dont je parlais tout à l'heure, avec ses distributeurs, voilà, son premier marché, ça a été un marché expérimental avec la SNCF. C'est plus que précieux. Merci beaucoup Jean-Michel Lécuyer. On va passer la parole au public. Si vous avez des questions, si vous les interpellez, des expériences très riches, des regards affûtés sur l'innovation sociale, le financement, profitez-en. Ils sont là, ils sont 4. Ils sont prêts à vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, je travaille juste pour me présenter, je travaille pour une ONG qui s'appelle Humanitera, qui est une ONG marseillaise qui a 25 ans d'existence et qui travaille avec des chirurgiens, plasticiens, etc. pour opérer différentes typologies de gens en précarité, que ce soit au Bangladesh, en Haïti. Et on a un gros projet en Jordanie, pour lequel on a besoin de fonds pour financer essentiellement l'envoi des chirurgiens sur site. Je vais poser la question à KissKissBankBank d'abord. Moi j'ai vu ce que vous avez fait sur, notamment avec le site français sur Bonnet pour le Téléthon. Ce que vous disiez, c'est que ce que vous promettez en tout cas aux donateurs, c'est un échange. Voilà, donc nous, comme on est une ONG, on a reconnu l'intérêt public. Il y a déjà un échange qui est la remise, comme les Restos du Cœur, de 66% sur la feuille d'impôt. Comment vous travaillez, si vous travaillez avec des fondations justement dédiées à de l'aide sur la précarité, sur cette notion d'échange? Si vous avez un exemple concret éventuellement? Oui, alors en fait, c'est vrai que la contrepartie, volontairement, je n'ai pas trop défini ce que c'est parce que ça dépend vraiment de la typologie de projet. C'est-à-dire que si quelqu'un lance une boîte high-tech en créant un nouvel objectif qui se branche sur un iPhone, les gens ne vont pas vouloir être particulièrement généreux. Ils vont vouloir financer le projet parce qu'ils ont envie qu'il existe, parce que ça leur semble pertinent. Et donc là, ils vont avoir une contrepartie qui va être matérielle a priori, et qui va avoir une valeur importante, a priori quasiment aussi importante que le don. Dans le cas d'un projet qui est du coup humanitaire ou solidaire, finalement, a priori, les gens seront beaucoup plus enclins à être généreux, et donc la contrepartie sera beaucoup plus symbolique. Elle pourrait être comparée finalement à ce qui s'est toujours fait dans le cadre du mécénat, par exemple, avec le nom des gens qui seraient affichés. Voilà, ça dépend vraiment de la typologie de projet, mais dans les projets solidaires et humanitaires qu'on a, la contrepartie, c'est essentiellement une manière créative et sympathique de remercier les gens qui vont donner, parce que c'est des projets qui sont empreints de générosité par définition. Mais en revanche, on va toujours faire travailler les gens sur une manière de trouver des contreparties qui, si elles n'ont pas une valeur matérielle, auront une valeur plus affective ou créeront une espèce de lien un peu émotionnel entre le donateur et l'association qui va recevoir les dons. L'idée, c'est d'avoir une dimension projet, d'impliquer plus les donateurs, on va dire, qu'à l'habitude, et donc que ça marque quand même une différence avec une collecte de fonds traditionnelle. Ouais. Je continue. Et du coup, votre rémunération, parce qu'on a évoqué microdon, c'était plus pas forfaitaire, c'était plus un aspect forfaitaire, vous, c'est par rapport à la levée de fonds, c'est un pourcentage sur la levée de fonds? Oui, pour le coup, nous, c'est une commission, et ça, pour le coup, ça ne diffère pas selon les typologies de projets particulièrement. Après, pour être très honnête, c'est vrai qu'on réfléchit à proposer des services peut-être un peu différents, notamment parce que on se rend compte que pas mal d'associations n'ont pas forcément, on va dire, de présence sur Internet avant de tenter cette collecte de fonds, et donc voilà, pour pouvoir donner des appuis un petit peu différents à ces associations-là. Mais à l'heure actuelle, le service est le même, que ce soit un musicien, un innovateur ou quelqu'un qui porte un projet humanitaire ou solidaire, et la commission est de 8%, si c'est la question.
français pour les... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Allez. Bonjour, j'ai une question pour M. Babinet aussi, parce que dans les plateformes collaboratives de crowdsourcing, comment est-ce que crowdfunding, pardon, d'ailleurs s'il y a une petite différence avec crowdsourcing, je suppose, bon, on va rester dans le thème. Comment est-ce que vous contrôlez l'investissement du public? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a des fraudes? Il peut y avoir des fraudes, par exemple, si on a un projet, on met la marge à 10 000 et puis on arrive à 6 000, enfin à 60%. Ouais. Enfin, je veux dire, si c'est un pourcentage qu'on peut peut-être injecter de l'argent pour son projet soit. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on arrive à 60% et... Alors, donc, juste pour la différence entre le crowdfunding et le crowdsourcing, donc le crowdfunding c'est du financement participatif, donc faire appel à la foule pour financer un projet. Le crowdsourcing, ça va être finalement sourcer, donc trouver des ressources permettant de réaliser un projet, mais pas forcément financières, via la foule. Donc ça va être utiliser Internet pour trouver un expert sur un sujet dont vous pourriez avoir besoin pour développer votre projet. C'est la petite différence qui peut exister. Et on remarque que dans beaucoup de collègues de crowdfunding, il y a aussi du crowdsourcing qui se fait, puisqu'il y a des gens qui vont financer et qui parfois peuvent apporter une aide, on va dire par la même occasion. Ensuite, dans le cas de gens qui compléteraient la collecte de fonds, c'est des choses qui évidemment arrivent. Et j'allais dire, même si on voulait surveiller ça, ce serait totalement impossible, parce qu'il suffirait de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et nous, on est dans l'incapacité totale de surveiller ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est plutôt aux gens d'arbitrer. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte que à 90% de leur budget, ils peuvent réaliser le projet, ils peuvent tenir la promesse, on va dire, vis-à-vis des contributeurs, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup pour eux de combler ou je veux dire, de mettre ce qui dépasse, enfin, ce qui manque. À 60%, c'est quand même beaucoup plus risqué. Et en général, les gens arbitrent de la bonne manière et du coup, on va dire, comblent la fin si vraiment le projet peut être réalisé malgré la différence qui existe. Et surtout, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'en fait, c'est pas forcément eux qui comblent, mais plutôt quelqu'un de proche ou quelqu'un qui en fait presque attendait, on va dire, la fin pour avoir cette espèce de geste, un peu comme la main de Dieu et faire terminer la collecte. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on remarque très souvent. Après, nous, déontologiquement, enfin, ça nous gêne pas tant que ça, puisque l'important pour nous, c'est que le projet soit réalisé et que les contreparties soient distribuées. S'ils y arrivent avec un montant un petit peu inférieur, c'est pas vraiment un problème. Et en termes de combien de temps est-ce que ça doit être réalisé, le projet? Quelles preuves est-ce qu'ils doivent vous apporter matériellement? Alors, c'est pas vraiment des preuves, c'est simplement justement les contreparties qui en général sont toujours liées à la réalisation du projet. Et en fait, ce sont eux qui s'engagent sur une date de livraison justement du projet et des contreparties. Et après, il y a en général un lien et une discussion qui s'opère entre les contributeurs et le porteur de projet. Et en fait, ce qui fait que les gens, on va dire, parce qu'on a eu 5 problèmes sur 12 000 projets qui sont passés par la plateforme en 5 ans. Et ce qui explique ce taux si faible, c'est qu'il y a une pression sociale extrêmement forte de la part des contributeurs sur le porteur de projet, et surtout que dans 99,9% des cas, le porteur de projet va impliquer ses proches, sa famille. Et donc c'est quand même assez compliqué, j'allais dire, de tuer tout son propre réseau familial et amical en ne réalisant pas un projet, ou du moins en se comportant mal à la suite de la collecte de fonds. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, Alexandre Fassi, j'arrive d'un incubateur d'entreprise sociale ici à Marseille, en région PACA. J'avais une question pour M. Babinet, mais je pense que du coup ça peut plutôt être un challenge qu'une question, parce que je crois qu'il y a des réponses qui ont déjà été apportées. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est bien pour vous, mais en tout cas pour moi c'est bien. Donc pas une question. Désolé. Par contre, j'avais une remarque en tout cas qui me semblait vraiment très importante. On parlait effectivement de projets qui avaient besoin de financement assez important, en tout cas dans une phase de développement. Nous, on a un vrai questionnement dans notre incubateur, c'est comment on va relier des petits projets, des petites entreprises avec des projets qui ont une vocation à se développer pour créer un écosystème entrepreneurial effectivement innovant et générer un maximum de coopération. Donc ça, c'est un vrai fondement qu'on a nous. On réussit un petit peu à le faire, parce que ça fait à peu près 300 entreprises qu'on accompagne depuis une dizaine d'années.
Mais cette question-là, elle tient aussi, elle se lie aussi fondamentalement avec la question du financement. C'est vrai qu'effectivement, Monsieur Lécuyer, vous parliez de financement de projets à partir de 300 000 euros, mais il y a aussi beaucoup de projets qui nécessitent des investissements un peu inférieurs. Et la question du lien entre financeurs me semble très importante. C'est-à-dire que nous, on a un fort lien avec nos entrepreneurs. Moi, ce sont mes employeurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs d'Internet aujourd'hui sont nos employeurs. La question quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est comment relier différents types d'investisseurs qu'on connaît de manière assez partielle, comment créer des connexions entre vous pour essayer de voir effectivement comment on peut protéger, développer cet écosystème, on va dire, hétérogène. Voilà, c'est peut-être une réflexion un peu plus philosophique que financière, mais en tout cas, il y a une vraie nécessité en tout cas à trouver des outils de financement pour ces différents types d'entreprises, parce qu'on a une vraie nécessité en tout cas à avoir ces différents types d'entreprises sur les territoires. J'ai peut-être juste un tout petit truc à dire, parce que vous parliez de la ruche Kiwi tout à l'heure, du coup ça veut dire que vous avez investi dans la ruche Kiwi ou c'est... D'accord, bon alors justement, on peut faire le parallèle avec France Active. Par exemple, nous, on n'a pas permis le financement de la ruche Kiwi en tant que tel, pas du tout, mais en revanche, il y a une bonne dizaine d'agriculteurs qui sont des agriculteurs du réseau de la ruche Kiwi, qui eux ont financé des projets de développement, d'achat de machines, via le financement participatif et sur nos sites. Donc, voilà, c'est pas exactement pour le développement du projet en lui-même, mais au final, c'est quand même une complémentarité qui est assez intéressante. Et de manière générale, vu que nous, on est sur des tout petits financements, très souvent, on va servir en amont de financement bancaire ou par des fonds d'investissement. Donc, il y a déjà des choses qui se font, et évidemment, on essaie de travailler pour créer cette complémentarité. Je partage votre diagnostic, il y a un souci, l'espèce de porte d'entrée qui permettrait à un entrepreneur d'avoir une vision un peu panoramique des investisseurs auxquels il peut avoir recours. Elle n'existe pas vraiment aujourd'hui et elle serait bien utile. Mais on est quelques-uns à y réfléchir, donc peut-être que ça finira par arriver. Peut-être qu'il faut le faire à Marseille avec Internet et d'autres. Autre question? Oui. Vous avez le droit de poser des questions à 3 autres, pas seulement à Charles. Ok, je m'en occupe. Bonjour, donc je m'appelle Daphné Charleria, je suis porteur d'un projet à Marseille, d'un lieu d'espace de coworking. Voilà, parce que je pars du principe qu'il y a énormément d'indépendants et de néo-arrivants qui sont arrivés à Marseille pour la qualité de vie, qui travaillent de chez eux, dans un environnement assez sympa, mais en fait ils sont totalement isolés et donc ça manque énormément ici. Et je voudrais revenir moi sur l'aspect financement, c'est-à-dire que moi je suis plutôt issue du marketing, hyper créative, de l'idée à prendre, mais donc j'ai fait un business plan. Mais aujourd'hui, en fait, ma question, c'est plus à vous deux, vous en tant que chef d'entreprise. Au départ, est-ce que vous êtes associé avec quelqu'un qui avait plutôt, on va dire, les reins solides, un financier, quelqu'un qui pourrait assurer cette caution auprès d'investisseurs avec une vraie casquette de DAF, de comptable? C'est quoi votre conseil dans ce domaine-là? Je vais commencer. Non, moi je ne me suis pas du tout associée avec un DAF ou un comptable. Bon, j'ai une formation de commercial, j'ai fait une école de commerce. Non, je pense que l'essentiel, c'est l'idée doit répondre à un besoin et il faut présenter un début de produit. Et donc je pense qu'au début, le principal, c'est de montrer à petite échelle que ça peut marcher. Alors c'est peut-être plus compliqué quand on a besoin de louer un espace pour du coworking, etc. Mais je pense que c'est important, il ne faut pas se tromper sur les chiffres pour le business plan, etc. Mais c'est pas ça qui fera la réussite du projet. C'est vraiment les gens qui vont le faire, c'est des gens opérationnels au début. Et justement là aujourd'hui, moi je me trouve un peu au carrefour de... Alors, est-ce que je commence par faire à lancer le projet sur KissKissBankBank pour montrer qu'en fait j'ai déjà peut-être 40 indépendants qui sont prêts à suivre le projet et parce que quelque part ils vont le financer et moi en contrepartie je peux leur offrir des heures de location dans mes bureaux et après j'arrive comme ça vers un financier en disant voilà mon projet il tient la route et d'ailleurs j'ai déjà 30 personnes qui sont ok pour investir sur ce projet là à une petite échelle. C'est vraiment ça, c'est montrer qu'à toute petite échelle il y a un besoin et on y répond. C'est un début de boîte en fait. Et c'est vrai que je partageais assez la réflexion que vous avez tout à l'heure sur
Moi, par exemple, j'ai un besoin de financement qui est hyper light en fait, quoi. Je sais pas, on va dire 100 000 euros. Ça- Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas énorme. Objectivement, quand je vais voir des amis qui sont dans la finance, ils me disent t'es mignonne, Daphné, mais reviens nous voir quand tu auras besoin vraiment de 1 million d'euros, quoi. Donc voilà, je pense que quand on est des petits. Vous ne trouvez pas en fait sur 100 000 euros. Je sais pas très bien où aller taper en fait, quoi. J'ai une question, où est-ce qu'on Alors, va chercher 100 000 euros pour un projet? on peut aller auprès des réseaux de financement de la création d'entreprise, France Initiative, France Active, Réseau Entreprendre, qui peuvent mobiliser des outils de prêt d'honneur, couplés à des garanties de prêts bancaires. Donc si eux valident votre projet, ils ont des comités d'engagement pour ça. Bon, ça peut être faisable de monter un plan de financement 100 000 euros avec un mix de prêt d'honneur et de prêt bancaire, quoi. Après, il faut en effet embarquer une banque. Oui, enfin, je veux bien côté. Enfin, moi, pour avoir été un peu dans ce cas-là, je pense que enfin, je suis pas tout à fait convaincu. Je trouve pas ça hyper évident. Et moi, je miserais plutôt en mode crowdfunding sur votre premier cercle, votre deuxième cercle. C'est cela que, voilà, avec votre passion, avec les étoiles dans les yeux que vous allez avoir sur votre projet, c'est eux que vous allez réussir à convaincre. Donc peut-être que ça peut commencer par une petite campagne de crowd. Évidemment, il faut que vous ayez fait un pilote. Il faut avoir fait un pilote, il faut itérer sur ce pilote. Il faut avoir un concept, avoir une petite vidéo qui le démontre, etc. Il faut du tangible pour que votre premier cercle, voire le deuxième et le troisième, commence à adhérer. Mais c'est mon opinion. Je pense que ce sera plus facile de le faire auprès un peu de de la défisque ISF ou impôt sur le revenu auprès de votre entourage, de l'entourage de vos parents pour essayer de mettre quelques billes dans le projet. Mais même eux, à mon avis, le feront une fois qu'il y aura un pilote et qu'ils verront un peu de concret. Mais moi, j'ai juste une question pour qu'est-ce qui se met en banque au-delà d'arriver à récolter des fonds. Je voulais juste savoir jusqu'à quel niveau on est accompagné en fait, parce que tout à l'heure vous parliez du projet en soi, mais c'est aussi la façon dont on l'a vendu quoi, sur les pages qui se banque. Parfois je me dis le projet a l'air canon, mais la vidéo ça marche pas, ou le texte, donc moi je me disais j'ai envie d'utiliser KissKissBankBank pour lever quelques fonds, mais surtout en fait pour que ça soit un outil de com. C'est de toute façon les deux. Et en l'occurrence, ce que tu disais est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les gens vont donner sur le principe, sur une idée. Il faut vraiment aller les chercher, et pour aller les chercher, il faut avoir quelque chose finalement à montrer. Et nous, nos conseils vont surtout être sur cette partie-là, c'est-à-dire sur l'avant. C'est-à-dire que tous les projets qui sont sur KissKissBankBank sont validés par nous, par une équipe, on est 5. Et on va essayer, au moment où la collecte commence, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de chances de réussite. Donc ça va être des conseils sur, on va dire à la fois tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire le montant, la durée de collecte, le choix des contreparties, mais aussi sur la manière de présenter le projet. Après, ça restera évidemment de l'ordre du conseil, c'est-à-dire que la vidéo, s'il y en a une, c'est vous qui devez la réaliser, mais voilà, nos conseils sont essentiellement là-dessus, on va dire. Et après, juste pour continuer sur je pense que tout peut être fait, quoi. C'est-à-dire que des espaces de coworking à Paris, et pas que, on en a eu plein sur la plateforme. Alors, en général, ils vont chercher une partie du financement, ce qui n'empêche pas un prêt d'honneur, ce qui n'empêche pas un emprunt à la banque, au contraire. Le mélange peut être intéressant et, pour parler de ce que je connais, en effet, la force du crowdfunding, c'est que, d'une part, ça permet de collecter des fonds, mais ça permet surtout de fédérer une communauté qui va être, on va dire, le noyau dur des gens qui vont soutenir le projet, et via ça, toucher d'autres gens, sortir le projet des cartons, et donc en effet, lancer une première communication sur un projet qui n'est pas encore existant, ce qui est assez nouveau, on va dire. Tu voulais rajouter un mot? Oui, juste un complément. Je pense que c'est aussi très important de savoir s'entourer et de trouver le bon associé, le bon partenaire. Moi, je pense qu'entreprendre seul, c'est un peu la folie. Moi, j'ai réussi à trouver j'ai embauché mon ancien boss chez Général Electric qui m'accompagne dans mon activité et j'en suis très content. Et c'est aussi de regarder ce qui se fait un peu à l'extérieur, et il y a beaucoup d'idées qui existent déjà, qui se font ailleurs, et peut-être qu'il faut les contacter
qu'il y a des choses aussi à essaimer et de partir des erreurs qui ont déjà été faites des autres pour peut-être moins les faire. On évoquait La Ruche ce matin qui est en train d'essaimer sur Marseille. Peut-être que c'est aussi prendre des contacts avec eux pour voir si on peut faire avec. Voilà. Elle est là, La Ruche, le coworking, pas La Ruche qui dit oui. Merci beaucoup. Un dernier mot pour conclure, parce qu'on doit laisser la salle pour la clôture. Toujours dans cette même veine, est-ce que vous voulez ajouter un ou deux conseils aux entrepreneurs qui se lancent dans des projets d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat innovant, d'entrepreneuriat collaboratif? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais est-ce qu'il y a un ou deux points qui vous tiennent à cœur, que vous voudriez ajouter en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel de l'accompagnement d'entreprises sociales? Jean-Michel, Marion Non, moi c'est alors c'est vraiment et c'est encore ce monsieur Pôle Emploi qui m'a donné ce bon conseil. Dans l'immobilier, on vous dit souvent qu'il y a 3 règles. C'est l'emplacement et l'emplacement. Et dans l'entrepreneuriat, il y a 3 règles. C'est le démarchage et le démarchage. Et en fait, le BP, le refaire de tous les côtés, etc. Voilà, c'est bien le petit logo bien affûté, etc. La petite plaquette, tout ça, c'est bien. Il faut aller chercher les clients. Il faut aller chercher les clients, il faut faire des pilotes, il faut faire des tests. On va conclure un mot, voilà, le démarchage, un mot, Marion. Lancez-vous. Lancez-vous, Charles. La créativité. Accrochez-vous, c'est super. Bravo, merci. Et là, c'est la clôture, je crois, maintenant. Voilà. Et après, il y a Ricard à volonté.